De quand datent les problèmes écologiques contemporains? On répondra parfois, hâtivement d'ailleurs, fin des années 60, début des années 70, parce qu'on les confond avec la venue de l'écologie politique. Mais non, les problèmes d'environnement remontent au 19e siècle, grosso modo, à compter la moitié du 19e siècle, au mieux fin du premier tiers. Là, on commence à prendre conscience du caractère inédit de l'impact des activités humaines sur le milieu. On va grosso modo en prendre conscience à peu près en même temps des deux côtés des rives de l'Atlantique. Aux États-Unis, ce qui va être le facteur déclenchant, c'est la prise de conscience d'une déforestation massive et accélérée. Lorsque les premiers colons européens arrivent, eh bien, la quasi-totalité du continent nord-américain est couvert de forêts. Vers la fin du 19e, eh bien, il reste pratiquement plus que quelques petites taches mouchetées vertes sur la carte des États-Unis. Et c'est donc la déforestation qui est le facteur déclencheur. Comme le dit un des auteurs de l'époque, lorsqu'un Yankee attrape une hache à la main, c'est une sorte de folie destructrice qui s'empare de lui, et les contemporains vont s'en rendre compte. Et les débuts de l'écologie aux États-Unis, ça vont donner lieu à ce qu'on appelle le conservationnisme et aussi le préservationnisme. L'idée, ça sera de préserver notamment les forêts et de reforester. Un président des États-Unis, comme le président Theodore Roosevelt, a beaucoup contribué à la reforestation. Du côté européen, évidemment, la déforestation est une très vieille affaire. Et bien sûr, il y a un moment d'acmé plus haut de déforestation en Europe, mais c'est sur un fond de déforestation très ancien et avec un caractère chronique dans l'histoire du problème de la déforestation. Donc non, là, ce qui va marquer les esprits, eh bien, c'est l'industrie. Et c'est par exemple les premières soudières avec le fait qu'elles noircissaient l'environnement immédiat. Et c'est l'industrie qui va vraiment marquer les esprits. On trouve même déjà ça chez Rousseau, quand il fait une promenade au bord du lac de Neuchâtel et qu'il rencontre, il s'y attendait pas du tout, une fabrique de bas, eh bien sa promenade est gâchée. L'industrie gâche le paysage. Évidemment, on va pas s'arrêter à ça, on va prendre conscience petit à petit de l'importance et de la grandeur des problèmes. À telle enseigne que, dès le milieu du 19e siècle, par exemple, un auteur français comme Eugène Huszár, dans La fin du monde par la science, anticipe et se demande si finalement, dans un siècle ou deux, la civilisation ne va pas disparaître sous les coups, et notamment les coups écologiques de la science. Une dizaine d'années après, un autre auteur, comme George Perkins Marsh, dans Man and Nature, va, lui, en faisant en quelque sorte l'inventaire des effets de l'action humaine sur les écosystèmes forestiers, sur les écosystèmes côtiers, et en remarquant le niveau de destruction, lui aussi va s'interroger sur la compatibilité au long cours entre la civilisation industrielle, de la civilisation industrielle, à ce qu'on appellerait aujourd'hui la biosphère, qu'on appellera peu de temps après la biosphère, et ce qu'on appelait encore à l'époque la nature. Et puis, si l'on prend un petit peu de champ, eh bien, on s'aperçoit que le 19e siècle est marqué par la naissance d'une science nouvelle que Ernst Haeckel va baptiser l'écologie, une science qui a pour objet l'étude des relations que les espèces nouent entre elles et qu'elles nouent avec leur milieu. C'est la naissance de réflexions, de livres. On a parlé de Huszár, on a parlé de Marsh, on pourrait parler d'Élisée Reclus, on pourrait évoquer toutes sortes d'autres noms. On a aussi tout un travail scientifique d'identification, d'explication, de compréhension des mécanismes destructeurs du milieu. On a au bout du compte aussi des lois. On a alors des premières lois avec la création des réserves artistiques en France, dans la forêt de Fontainebleau, sous l'impulsion notamment de l'école de peinture, de l'école de Barbizon, avec des gens comme Victor Hugo et d'autres qui vont s'y associer. On aura aux États-Unis la création du Yellowstone Park, en 1872. Et puis on a aussi la création de mouvements sociaux, d'organisations qui vont avoir pour
objectif pour dessein de préserver, de défendre la nature. Alors, naît la Société d'acclimatation en 1854 en France, qui deviendra après la Société nationale de protection de la nature, quelques décennies plus tard. Aux États-Unis, est fondée par John Muir en 1892, eh bien, le Sierra Club, donc la grande ONG de protection de la nature. Donc, on voit bien des lois, une science, des réflexions, des analyses scientifiques, des mesures juridiques. On voit bien que tout un mouvement se construit et qui va culminer avant la Première Guerre mondiale. Évidemment, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, c'est une appellation tout à fait judicieuse, parce qu'effectivement, on ne perdra jamais de vue la guerre, même si dans l'entre-deux-guerres, par exemple avec Rudolf Steiner, l'agriculture biologique va naître, la biodynamie plus particulièrement. C'est quand même une période où les questions d'écologie retombent en quelque sorte. Et puis, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les choses repartent. Très vite paraissent certains ouvrages, ceux de William Vogt, Fairfield Osborne, Rachel Carson, qui remettent à l'agenda public la question des problèmes écologiques. Et à partir de là, on pourrait presque dire, s'emporte un mouvement qui ne cessera de s'amplifier, qui donnera lui aussi lieu à une accumulation d'analyses scientifiques fantastiques, à de multiples livres, à un arsenal juridique et réglementaire, et jusqu'il y a peu, une mobilisation de la communauté internationale sur ces grandes questions environnementales et écologiques.